Tout le Mexique était immobile. L'écran s'est allumé avec une image tremblante, 2 hommes à genoux, sont vides, non pas de la paix mais de savoir qu'il n'y avait aucune issue. Félix Gómez Garcia et son oncle, Barnaba. Liés. Silencieux. Respiration lourde, mais pas plaidée. Pas plus. Il n'y avait pas de bruit au début, juste ce terrible silence. Puis la tronçonneuse grogna à la vie. Une silhouette masquée s'avança, la lame tremblant dans son emprise. Pas de mots, pas d'avertissement. Juste ce son brutal tranchant à travers tout. L'oncle est allé en premier. Personne ne cligna des yeux. Pas l'homme qui tient la caméra. Pas la foule derrière ça. Et certainement pas Félix, qui n'a pas tressailli quand le sang l'a frappé. Cela a pris quelques secondes, peut-être moins, mais le cri est resté dans la poitrine de tout le monde longtemps après que la tête a frappé le sol. Ensuite, c'était au tour de Félix. Il n'a pas pleuré. Il n'a pas demandé. Il regarda droit devant, la mâchoire se serra, gelée comme de la pierre tandis que la lame se leva à nouveau. Et pourtant, tout le Mexique regardait. Personne ne l'a arrêté. Personne ne s'est détourné. Ils se sont assurés que la vidéo se répandait. Il ne s'agissait pas de tuer, il s'agissait de s'assurer que tout le monde le voyait. Feutre. Compris. C'est ce qui se passe lorsque vous les volez. Lorsque vous franchissez la ligne. Quand ils veulent que tu sois parti. Ce n'était jamais seulement une exécution. C'était un message. Et ce message? Il a atterri. La peur, le silence, la façon dont les gens chuchotaient à ce sujet quelques jours plus tard, comme dire que leur nom à haute voix apporterait le même sort. Tout le Mexique était immobile. Et personne n'a battu la même chose après. Il n'avait jamais prévu de devenir un tueur. Santiago Meza López, les gens l'appelaient El Pozolero. Le fabricant de soupe. Il a commencé avec des mains insensibles et un travail de construction, juste un autre enfant né dans la poussière et la faim. Mais la vengeance sculpte des chemins étranges, et lorsque sa sœur a été violée par des hommes attachés au cartel, quelque chose en lui s'est cassé. Il a rejoint la justice. C'est ce qu'il se dit. C'est ainsi que ça commence toujours. Le travail est venu lent au début, des emplois simples et simples. Puis un jour, le patron l'a retiré. Aucune menace. Pas de sourire. Juste un baril métallique, une bouteille d'acide et une offre, $600 par semaine. C'était tout ce qu'il a fallu. Il a remué son premier corps comme un homme faisant du ragoût. Pas de gants. Pas de masque. Juste lui, le tambour et la chaleur s'élevant du mélange bouillant. Peu importait qu'il soit déjà mort. Certains n'étaient pas. Il n'a pas demandé. Il n'avait pas l'air. Il a prétendu faire plus de 300 corps dans des barils de lessive. Et à chaque fois, il est resté jusqu'à la fin, 8 heures parfois, peut-être plus, regardant la chair fondre, les os se ramollissent, les dents flottent à la surface. Les ongles ne se sont jamais dissous. Il les jetterait plus tard dans des fosses, brûlerait les restes une deuxième fois, enterrer ce qui restait sous le poids de l'essence et du silence. Les gens ont disparu. Les familles ont supplié. Personne ne savait où chercher. Mais Santiago a continué à remuer. Ils ont dit qu'il n'avait jamais tressailli. Jamais bâillonné. Je viens d'essuyer la sueur de son front et a ajouté plus d'acide. Quand ils l'ont finalement rattrapé, il a essayé de dire qu'il était forcé. Qu'ils l'ont fait. Qu'il n'a pas choisi cette vie. Mais la vérité a été enterrée dans les cendres. 14 000 fragments trouvés sur son ranch, certains assez petits pour tomber à travers vos doigts. Certains sont encore tranchants. La méthode se propage. D'autres l'ont copié. El Guizo, le ragoût, la légende du nom. Un avertissement sans visage. Santiago s'est assis derrière les barreaux et a dit peu. Mais le silence a crié plus fort que les flammes ne l'ont jamais fait. Et le souvenir de lui? Il a collé à la peau. Il portait un uniforme. Ediberto Lascano, autrefois soldat. Formé pour se battre, enduré, pour survivre. Ils l'ont appelé Ed 3. Les forces spéciales sont devenues bouchées du cartel. Et il n'a pas simplement tué, il a inventé de nouvelles façons de faire briser les gens. Au début, c'était des coups. Dépouillant les hommes nus. Les attacher aux arbres. Regarder leurs os se précipiter sous une planche. Un homme, il y a 3 jours. Les jambes brisées. Pas d'eau. Juste en attente. Puis vint les animaux. Il a rempli son ranch de lions, tigers,
des créations qui auraient dû être verrouillées derrière la vitre. Mais pour Lascano, c'étaient des outils. Il aimait regarder le processus de torture de ses victimes. Il les a gardées fins, pas de faim, juste assez impatientes pour déchirer la chair propre. Quand il avait quelqu'un pour les nourrir, il s'est assuré qu'ils avaient un public. Les victimes ont supplié. Cria. Griffuré aux barres de cage. Et pourtant, il a forcé les autres à regarder. Pour apprendre. Il n'y avait pas de question. Pas de seconde chance. Si vous l'avez traversé, vous n'êtes pas juste mort. Vous avez été dévoré. Ossements, cheveux, tout cela. Et il rit. Pas fort. Pas sauvage. Juste ce souffle bas et satisfait d'un homme qui a trouvé la paix dans la douleur. Ils disent qu'il se tenait assez près pour sentir le sang frapper ses bottes. Assez près pour entendre le dernier souffle quitter une gorge avant que le rugissement ne l'avale. Ce n'était pas une question de justice. Ou punition. Ou même la peur. C'était le contrôle. Un message d'un homme qui ne voyait plus de gens, seulement la proie. Il n'a jamais été jugé. Je n'ai jamais vu l'intérieur d'une cellule. En 2012, les militaires l'ont abattu lors d'une fusillade. Rapide. Faire le ménage. Plus facile que jamais à ses victimes. Mais sa légende? Il n'est jamais mort. Parce que même maintenant, les gens parlent de son nom avec des voix baisées, affêtées que derrière la porte voisine, une cage attend toujours, et quelque chose à l'intérieur a faim. La caméra a tremblé. Un père. Un fils. Les deux agenouillés. Bâillonnés. Les mains attachées si serrées que le sang s'était déjà épuisé de leurs doigts. Personne n'a parlé. Personne n'a déménagé. Le père attendait avec impatience. Pas à son fils, jamais à son fils. C'était peut-être la honte. C'était peut-être la miséricorde. Peut-être qu'il ne voulait tout simplement pas que sa dernière image brûlait dans les yeux du garçon. Puis vint le bâton. Un homme le tenait comme une arme, poussant la poitrine, la mâchoire du père, les côtes. Il ne s'est pas battu. N'a pas pleuré. Il l'avait accepté. Quoi qu'il en soit, il l'avait déjà brisé. Ils ont commencé avec le couteau. La lame n'était pas rapide. Ce n'était pas censé l'être. Il a sculpté lentement, en appuyant profondément dans la peau, en le recroquevillant comme du papier, comme quelque chose de jetable. Lorsque le père s'est effondré, le garçon n'a pas bougé. Pas au début. Mais alors est venu le cri, short, brut, vivant. Ils l'ont fait regarder. Puis ils l'ont fait ressentir. Il a pleuré mais n'a pas demandé. Sa poitrine s'ouvrit sous la lame, les nerfs exposés, le souffle tremblant. Il dériva et sortait du choc. Mais ils l'ont gardé conscient. Exprès. Certains l'ont appelé la punition. D'autres l'ont appelé art. En 2010, El Chapo avait filmé sa propre version. Un rival nommé Hugo Hernandez. Les mêmes outils. Le même silence. Mais cette fois, après l'évolution, il a ordonné quelque chose de pire. Il a ordonné à ses soldats de coudre la peau de coupure sur une balle. Un avertissement. Pas seulement pour le cartel de l'homme, mais au monde. Personne n'était intouchable. Aucun corps n'était sacré. Chaque bande de chair, chaque cri, chaque morceau de peau déchiré, cela signifiait quelque chose. Pas seulement la douleur. Pouvoir. Il savait combien de temps il a fallu à une personne pour mourir de cela. Heures. Parfois des jours. Ils l'ont chronométré. Ajusté les couteaux. Les visages gauchers sont intacts afin que la douleur ait un témoin. Et tout cela a filmé. Parce que la terreur ne fonctionne pas dans l'obscurité. Il a besoin d'un public. Et chaque fois que quelqu'un frappe le jeu, il en donne un. Il savait comment garder un corps en vie. Morphine. Adrénaline. Héroïne, juste assez pour engourdir, secouer, confondre. La victime ne s'évanouirait pas. C'était le but. Il ouvrit les yeux. Flou. Brûlé. Ses mains attachées. Ses jambes aussi. Et debout à côté de lui, l'homme en gants. Pas de mots. Juste le bruit du grattage du métal contre le métal. Tools, net, choisi soigneusement. Il a regardé et les a vus. Sa femme. Sa fille. Debout près d'un baril. Fumé en se recroquevillant du bord. Puis vint la hache. Il n'a pas crié au début. Pas lorsque la première coupe a atterri. Pas même quand il a senti l'éclat d'os. Il était trop choqué. Trop drogué.
Mais quand ils ont déménagé dans le membre suivant, et le suivant, c'est quand sa voie s'est ouverte. Ils éviteraient de couper près des organes vitaux pour garder les victimes dans une douleur angoissante. Chaque swing était chronométré. Chaque coupe, calculée. Ils savaient où frapper, à quelle profondeur d'aller, combien de temps cela prendrait avant que la perte de sang ne devienne froid. Il a supplié. Pas pour sa vie, mais pour la leur. Ils ont fait regarder les parents en premier. Ensuite, ils ont fait de l'enfant le message. Le cartel n'a pas seulement tué, ils l'ont chorégraphié. Parfois, ils utilisaient des couteaux. Parfois des machettes. Toujours avec précision. Toujours devant quelqu'un qui comptait. Le but n'était pas la mort. C'était la peur. Et quand les corps ne pouvaient pas prendre plus, lorsque l'esprit s'est finalement brisé, les pièces étaient en sac, en boîte et jetées dans des endroits que personne ne pouvait ignorer, des coins, des terrains de jeu, des pas de porte. Un avertissement que vous ne pouviez pas inéviter. Et parfois, lorsque la mort est arrivée trop vite, ils ont amené un médecin. Pour réparer l'erreur. Pour s'assurer que le suivant a pris plus de temps. Parce que le corps, ce n'était jamais la cible. Le message était. La tronçonneuse a commencé et la caméra n'a pas tremblé cette fois. Il est resté concentré, stable, comme Félix Gomez Garcia et son oncle Barnabas agenouillés côte à côte. Pas de bandeau. Pas de pitié. L'homme masqué a soulevé la lame, le laissant planer pendant une seconde, puis l'a laissé tomber dans la chair. Personne n'a détourné les yeux. D'ici là, le monde avait changé. Les cartels ne cachaient plus leurs exécutions, ils les téléchargeaient. Images nettes. Plans centrés. Messages dans chaque trame. Il ne s'agissait pas seulement de tuer. Il s'agissait de qui regardait. En août 2008, Moses Escamilla s'est assuré qu'ils l'ont été. Il a été rattrapé peu de temps après avoir été dit avoir décapité 12 personnes, sa marque laissée dans le Yucatan. Rien de subtil. Rien de secret. Juste la tête sur le sol, disposée comme une ponctuation. Et les gens ont toujours demandé pourquoi. S'impliquer dans ces cartels, c'est comme signer une condamnation à mort. Mais cela n'a pas empêché les téléchargements. En 2011, 5 têtes en décomposition dans un sac, gauche à l'extérieur d'une école à Acapulco. Pas seulement une menace pour les rivaux. Un avertissement aux enseignants. Parents. Enfants. En 2022, 5 autres. Emballés dans un glaciaire à Tamaulipas. Années différentes. Même message. Vous pouvez mourir pour en savoir trop. Ou pour rien du tout. Il se moquait de qui avait vu. En fait, plus il y a de téléspectateurs, mieux c'est. Chaque décapitation a été filée comme un rituel. Pas de flou. Pas de censure. Juste un son brut, une terreur brute. Les journalistes étaient les prochains. Dites le mauvais mot, et votre tête est apparue sur un trottoir, le papier journal a été bourré dans votre bouche. Parfois, ce n'était même pas une punition. C'était la performance. Un spectacle au F-Power. Un acte de foi filmé, pour que le Dieu noir ait gardé ses hommes respirants. Certains ont dit qu'il y avait des rituels derrière les tueries. Sacrifices. Mais la plupart n'ont pas demandé. Parce qu'au moment où la tronçonneuse s'est arrêtée et la vidéo s'est terminée, la peur s'était déjà répandue. Et il était trop tard pour détourner le regard. Ils l'ont appelé la formation. De nouvelles recrues se tenaient dans une ligne, silentes, tendues, trop peur de parler. Devant eux, un corps. Encore chaud. Des membres piratés, des doigts empilés comme des pièces sur une table. Un par un, on leur a dit de manger. Certains bâillonnent. Certains vomissent. Cela n'avait pas d'importance. Les instructeurs ont ramassé ce qui est tombé, l'a pressé dans leurs mains, l'a forcé devant leurs lèvres. Il ne s'agissait pas de la faim. Il s'agissait de casser quelque chose à l'intérieur. En CJNG, c'était la tradition. Un test. Si vous ne pouviez pas mâcher un doigt, comment pourriez-vous se tailler un rival? Si vous avez hésité, vous n'étiez pas prêt. Tu étais le suivant. Ensuite, ils les ont fait dormir à côté des cadavres, des bras touchant la chair froide, la peau rampant avec des mouches. Pas de couverture. Pas de repos. Juste la puanteur de la mort enroulée autour de leurs pensées. Chaque nuit, quelque chose s'est cassé. Et quand c'est le cas, ils ont dit que vous étiez prêts. Mais pour Miguel Z40, Moral, il ne s'agissait pas seulement de désensibiliser. C'était la dévotion.
Il ne s'est pas arrêté au doigt. Il est allé chercher des cœurs. Coupés de la poitrine, toujours pulsants, toujours fumants. Il les a mangés seul. Tranquillement. Délibérément. Il pensait que cela lui accorderait une invincibilité. Pas seulement des balles, mais de la trahison. De la peur. De conséquences. Parfois, il a forcé les autres à le rejoindre. Les hommes tremblaient, le sang toujours sur les mains, font face à la pâtisserie. Le refus n'était pas une option. Aucun des deux n'oublie. Il n'y avait pas de masque. Pas d'excuses. Pas de ligne floue. Juste chair. Faim. Et le mensonge qu'ils ont tous avalé, cela vous rend plus fort. Mais ce n'est pas le cas. Cela leur a fait autre chose. Et une fois que vous avez franchi cette ligne, il n'y avait pas de retour. Ils n'avaient pas besoin de lame pour vous briser. Parfois, ils attendaient. Pas de nourriture. Pas d'eau. Seulement 4 murs se rapprochant de jours sans lumière. Des heures sans son, puis des cris soudains dans l'obscurité qui n'étaient pas à vous, mais le seraient. Le sommeil est devenu un piège. Vous vous éloigneriez et il vous réveillerait avec une simulation de exécution. Métal froid à votre tête. Le clic d'une chambre vide. Rire. Puis silence à nouveau. Les doigts ont été perdus pour de petites erreurs. Un mot hors de propos, et vous vous réveillez en manquer un autre. Et toujours, quelque chose de pire vient toujours. C'est ce qu'ils ont dit à Maria Santos Gorta. Elle n'était pas un criminel. Elle était mère. Une mère. Et cela ne l'a pas sauvée. Ils l'ont emmenée, l'ont attachée et l'ont forcée à regarder. Tout d'abord, son mari, fait vivant avec un chalumeau. Puis 4 autres personnes, ont été tuées de la même manière. L'un après l'autre, juste pour lui montrer ce qui est venu ensuite. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas crié. Jusqu'à ce qu'il se tourne vers elle. Avant de la tuer, ils l'ont violée. Il enlevait chaque couche de dignité qu'elle avait quittée. Puis ils ont brisé son crâne. Son autopsie a énuméré la cause comme « traumatisme de la tête ». Mais ce n'était pas la vérité. La vérité était la terreur. Froid, patient, sans fin. Ils n'ont pas tué pour se venger. Ils ont tué pour le contrôle. Pour montrer que personne, pas même un fonctionnaire, ne pouvait s'appuyer contre eux. Pas seulement avec la violence, mais avec peur. Et une fois que cette peur s'installe, profonde osseuse, il n'y a pas de guérison. Pas de paix. Seule la connaissance silencieuse que ce qui s'est passé la dernière fois, n'était pas le pire. Parce que quelque chose de pire vient toujours. Il était attaché, flat, bras tremblants, bouche ouverte, tissu s'étendait sur son visage. Il a essayé de crier, mais rien n'est sorti. Juste le bruit de ses poumons paniqués. Puis vint l'eau. Au lieu de l'eau normale, le cartel utilisait de l'eau gazeuse épicée avec du chili. Il a frappé rapidement, se bousculé, brûlé, inondant son nez, sa gorge, ses yeux. Le fizz n'était pas un soulagement. C'était le chaos. Un millier d'aiguilles déchirant à l'intérieur de sa tête. Il ne pouvait pas respirer. Je ne pouvais pas voir. Le tissu était plus fort à chaque coulée, chaque seconde. Plus il se débattait, plus il pressait profondément. Plus c'était lourd. Ils n'ont pas tout versé à la fois. Ils s'arrêtaient. Laissez-le tousser. Laissez-le s'étouffer. Laissez-le penser que c'était fini, puis recommencer. C'était la méthode. Noyade sans eau. Douleur sans sang. Panique sans fin. Ce n'était pas un interrogatoire. C'était une exécution psychologique. El Chapo l'a appelé El Tazazo. Une punition. Une répétition pour la mort. Encore et encore. L'oxygène s'est glissé en morceaux. Sa poitrine a quitté la table, le corps se déplaçant, essayant de rejeter le déluge. Mais cela n'avait pas d'importance. Il n'y avait pas de faim. Pas de pitié. Juste la chaleur du chili. La piqûre des bulles. Le tissu. L'obscurité. Et quelque part, au-delà du flou, les hommes ont regardé. Silencieux. Souriant. Timing chaque halètement, chaque tremblement. Il n'a pas abandonné des secrets. Il a abandonné lui-même. Parce qu'au moment où cela a été fait, il ne restait plus rien à conserver. Aucun nom, pas de mémoire, juste le son de l'eau qui dégouline, et l'espoir que peut-être cette fois, ce serait le dernier. Ils ne cachaient pas les corps. Ils les ont hissés haut, les legs qui se balançaient, les têtes s'effondraient,
portant des signes pour que tout le monde puisse le voir. 9 d'entre eux, stru-ng d'un pont à Zacatecas. Un avertissement à l'aube. Les cordes se sont serrées avant le lever du soleil, le message se balançant dans la brise avant même que les autobus scolaires ne quittent le lot. Personne n'a dû deviner pourquoi. Cartel rival. Représailles. Territoire. Pouvoir. Et juste comme ça, un pont est devenu un panneau d'affichage. Ce n'était pas une mort rapide. Certains étaient déjà mutilés, les gousses, les membres manquants. Les messages épinglés à leur poitrine n'ont pas expliqué. Ils ont menacé. Le genre de menace destinée à faire écho. 4 heures, ils y ont suspendu. Les navetteurs passaient en silence. Les enfants ont levé les yeux. Les téléphones sont sortis. Les images sont devenues virales. C'était le point. Il ne s'agissait pas de se venger. C'était la performance. Ils voulaient que le monde ait l'air. Sentir la peur presser contre leur gorge comme ces mêmes cordes. Se demander qui était le prochain. Ce n'était pas la première fois. En 2016, cela s'est reproduit, à seulement 10 miles au sud de la frontière. Un homme, laissé seul, se balançant au-dessus d'une autoroute tandis que la ville sous lui continuait de conduire. Et ce ne serait pas le dernier. Parce que chaque fois qu'un corps monte, quelque chose à l'intérieur des gens qui regardent dégoûte. Espoir. Sécurité. Confiance en silence. Les cartels savent exactement ce qu'ils font. La suspension n'est pas seulement l'exécution, c'est la domination. C'est une hiérarchie dans l'air, élaborée dans le sang et la corde. C'est l'avertissement le plus ancien, nous sommes au-dessus de vous. Et plus ils les pendent, plus ils parlent fort. Ils les ont appelés cuisine. Mais personne n'est parti plein, seulement de la fumée, seulement du silence. Les victimes ont été prises, non tuées dans la rue. Pas cette fois. Ils ont disparu. Un par un. Les familles recherchées. Les autorités ont calé. Et quelque part, derrière des portes fermées, la chaleur n'a jamais cessé de monter. À l'Agueya Ranch, ils l'ont trouvé, finalement. Pas de réponse. Pas des noms. Juste des morceaux. Dents. Clous. Éclats d'os. Un tambour métallique à moitié enterré dans de la suie. Les os sous une épaisse couverture de cendres. 12 cuisines. Peut-être plus. Chacun géré par des cartels comme Los Zetas. Chacun conçu pour effacer. Ils n'ont pas tué rapidement. Les questions sont d'abord venues. Les coups. La torture. Informations tirées des bouches brisées. Puis le feu. Des corps aspergés de carburant, éclairés jusqu'à ce que les cris s'arrêtent. Stimulés, comme s'ils n'étaient rien. Brûlés en taches, noires et cassantes, impossibles à reconnaître. Certains ont été raniques. Certains ont été punis. Certains étaient juste au mauvais endroit. Et le reste a juste disparu. Plus de 60 000 personnes disparues depuis 2006. Seulement 6 condamnations fédérales. Les familles ont supplié. Protesté. A marché. Ils ont fait rechercher ce ranch le gouvernement à 4 reprises. À chaque fois, quelque chose de nouveau a fait surface. Les fémurs. Jawbone. Dents des enfants. Ils ont continué à trouver ce qu'il manquait. Mais pas qu'ils ont perdu. À l'intérieur de ces cuisines, personne n'était sans nom. Pas au début. Mais au moment où l'incendie a terminé, même les souvenirs ont eu du mal à survivre. Et c'était le plan. Pas de tombe. Aucune preuve. Pas de vérité. Fume juste. Juste hache. Juste silence. Il n'y a pas de fin. Seul un nombre, plus de 60 000 personnes a disparu. Plus de 60 000 noms n'ont jamais appelé au dîner. Les lits ne dormaient plus jamais. Téléphones qui n'ont jamais sonné. Et 6 condamnations. 6. Les familles retournent dans les mêmes champs brûlés, les mêmes portes fermées, les mêmes promesses. Ils creusent à travers les cendres à main nue, espérant une dent, un morceau de tissu, tout ce qui prouve leur enfant, leur sœur, leur père était ici, était réel. Mais le silence reste. Les responsables haussent les épaules. Les fichiers disparaissent. De nouveaux noms disparaissent avant que les anciens ne soient trouvés. Certains disent que l'affaire est close. D'autres disent qu'il n'a jamais été ouvert. Mais les maires le savent. Ils ont vu les empreintes de pas encore pressées dans la saleté à l'extérieur des cuisines du cartel. Ils ont regardé les équipes de recherche marcher à nouveau sur le même terrain, trouver plus de fragments et partir vides.
Ce n'est pas seulement le chagrin. C'est une trahison. Le gouvernement détourne le regard. Les tueurs continuent. Et les incendies n'arrêtent jamais de brûler. Si l'un de vos proches était pris dans ces cuisines, comment vous sentiriez-vous? Cette question est plus lourde que la fumée. Personne ne répond. Parce que quelque part, en ce moment, un autre baril se remplit. Une autre flamme augmente. Un autre nom est effacé avant qu'il ne soit à nouveau parlé. Et nous attendons toujours. Toujours regarder. Toujours écouter le son des os sous hache.